Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Cette semaine, on va parler du début de saison, on va donc continuer à marcher sur des œufs. On va discuter de trois équipes qui ont très bien démarré, à savoir les Cavs, les Warriors et les Suns, qui, au moment où on enregistre ce podcast, compilent 25 victoires pour 3 défaites. Et l'objectif du podcast d'aujourd'hui, c'est de se demander si ces trois équipes sont entre guillemets, je vais utiliser un anglicisme traduit qui est pas très agréable à l'oreille, réel ou pas. C'est à savoir, est-ce que ce qu'on voit actuellement de ces trois équipes, c'est le vrai niveau ou c'est un peu une version un peu améliorée qu'en réalité, le niveau réel de ces trois équipes est peut-être un peu en dessous de cela. Pour ce faire, j'ai d'abord avec moi Mathieu. J'ai abandonné Matt. Je suis désolé, Matt. J'ai été habitué à Mathieu. On a fait le recrutement avec Mathieu. Donc, Matt, j'ai encore du mal. Mais comment ça va, Matt Mathieu, aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien, hein, malgré mes Sixers qui sont en pleine dépression. Mais moi, ça va. Il y a d'autres équipes NBA à regarder, heureusement. Et puis aujourd'hui, on est là pour parler en plus d'équipes positives. Donc, ça va être agréable d'en discuter. C'est vrai que c'est pas ouf ce qui se passe chez les Sixers. On va dire comme ça, c'est pas ouf en ce moment. Et puis, effectivement, on parle d'équipes positives, ce qui est pas souvent le cas en début de saison. Hein. Il arrive parfois d'être un peu dans le négatif et en se disant est-ce qu'il faut s'inquiéter sur telle ou telle équipe. Et puis avec nous, pour compléter le trio, j'ai mis un revenant sur mon Google Doc. Madiane, comment ça va, Madiane, après ton périple asiatique? Comment ça se passe? Eh ben, c'était formidable. En plus, sur ce périple, on peut croiser des bennes à Séoul qui proposent des croissants à 23 heures dans un parc. C'est formidable. Alors, l'anecdote Croissant Park va peut-être être dans notre épisode de Noël. Alors, anecdote où il n'y a rien de ouf, hein, mais en gros, voilà. C'est toujours assez marrant de proposer un croissant, des Français qui mangent un croissant à l'étranger, surtout quand le croissant est quand même pas ouf. On va être honnête. En tout cas, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est parler de Cleveland, de Golden State et de Phoenix. Tout cela après la pause. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ça soit Apple Podcast ou n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, un petit commentaire, Spotify 5 étoiles également, Podcast Addict, Castbox, etc. À nous suivre également sur Twitter, X, où on vous invite aussi à suivre Mathieu, parce que, mais du coup, il y a écrit Matt sur notre logiciel d'enregistrement, Mathieu, donc là, je risque de t'appeler Matt parce que, je sais pas, mécaniquement, je vois écrit Matt. Bref, en tout cas, où Mathieu est ultra productif sur Twitter /X, donc n'hésitez pas à le suivre comme toute l'équipe, et puis suivez-nous également sur YouTube. Nous, on va marquer une petite pause, et puis on se retrouve pour démarrer avec les Cavaliers, la seule équipe au moment où on enregistre ce podcast, précision très importante, qui est encore invaincue en NBA. 10 matchs, 10 victoires, c'est donc le bilan des Cavs au moment où on enregistre ce podcast, deuxième fois. Mais deuxième précision très importante, un début donc avec 0 défaite et 10 victoires, ça faisait une petite dizaine d'années qu'on ne l'avait pas vu, à savoir avec les Warriors, et c'est un début de saison assez rare hein, qui a eu lieu que 15 fois dans l'histoire de la NBA. On va pas perdre plus de temps. Mathieu, tout simplement, qu'est-ce que tu as vu dans ce début de saison qui peut expliquer ce début de saison parfait des Cavs, et est-ce qu'il y a déjà des petits changements qui sont intéressants à noter avec la période Bickerstaff selon toi? Oui, il y a eu pas mal de petites choses intéressantes. Alors, rien de révolutionnaire, hein, parce que du coup, on reste sur un effectif qui est le même que l'an dernier, avec le même 5 majeur. D'ailleurs, le match de tout à l'heure, enfin de cette nuit, contre Golden State, c'était le 5 type avec les deux grands, Mobley, Allen, avec Okoro, et puis les deux petits Garland et Mitchell. Donc là-dessus, il y a pas vraiment de révolution. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est, on le sait, Cleveland, il y a un petit peu un problème de spacing de ces dernières années. C'est ce qui a un peu fait leur défaut en play-off. Et ce qu'on a pu voir, je trouve, c'est qu'il y a eu beaucoup de mise en mouvement des joueurs. Des fois, ça peut être des simples cuts où on a un Evan Mobley, quand par exemple on a un pick and roll d'un côté entre Garland et Allen, eh bien on a un Evan Mobley côté faible, donc le côté où il n'y a pas le ballon, qui va faire un petit cut. Du coup, ça fait réfléchir la défense adverse. Donc, par des petits mouvements comme ça, ils arrivent un peu à créer, en fait, à créer du mouvement dans cette espèce de faux spacing, puisque même aussi les non-shooters, j'ai remarqué, commencent au-delà de la ligne à 3 points. On a par exemple un Jarrett Allen qui, même s'il ne shoot pas à 3 points, eh ben, on le voit être dans un corner à 3 points.
Et pareil que Mobley, il fait des mouvements off-ball pour un peu créer du spacing là-dedans et du coup faciliter un peu la vie des porteurs de balles. On se rappelle que quand, au moment de l'embauche de Kenny Atkinson, il avait été expliqué dans beaucoup d'articles aux États-Unis que ce qui avait été demandé aux candidats pour ce poste de coach des Cavs, c'est un plan pour Evan Mobley. Et il semble assez clair, Madiane, je te relance là-dessus et sur le reste aussi, que Atkinson est arrivé avec un plan pour Mobley, bien évidemment, et on sent que ce plan commence à être appliqué parce que Mobley est vraiment, vraiment, vraiment responsabilisé comme on l'a peut-être rarement vu chez les Cavs. Jamais vu, et c'est extrêmement intéressant. Alors, c'était pas là par lequel j'aurais commencé, mais c'est très bien qu'on en parle tout de suite parce que j'avais tout un chapitre là-dessus. C'est que moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que maintenant on a des séquences où Mobley remonte la balle en tant que point forward de cette équipe. Ça se voit dans les stats, ça se voit dans son usage, il est passé de 20 à 25%. Donc on voit l'implication accrue qu'il a se traduire là-dessus, et c'est vraiment devenu des fois un initiateur d'attaque pour cette équipe, et je trouve que ça a eu beaucoup de succès. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que on a des Mobley porteurs de balles avec des petits qui viennent poser des écrans sur lui, et ça vient créer des déséquilibres très intéressants dans les défenses adverses, et ça leur permet vite de trouver des solutions. Ils rendent en fait difficile toute aide sur ces écrans-là, et finalement, c'est par exemple comme ça qu'ils ont réussi à accueillir les Knicks, et je les ai trouvés extrêmement intéressants parce que les Knicks étaient dans l'incapacité de poser une seule aide, sinon ils se faisaient très très vite sanctionner. Donc ça leur laissait des espaces, et justement, ces espaces, par exemple, bénéficient à un Garland qui était plus en difficulté, je trouve, la saison dernière. On en avait parlé des Cavs en fin de saison. Et là, justement, c'est un peu de l'espace artificiel parce que c'est pas qu'ils ont des meilleurs shooters, mais il y a plus d'espace quand même sur le terrain. Et du coup, cet espace supplémentaire bénéficie à leurs joueurs. Donc en fait, ça a fait remonter le niveau d'à peu près tout le monde dans cette équipe. Et j'ai trouvé que c'était un excellent ajustement d'utiliser un peu plus Mobley balle en main. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les stats en fait de Mobley balle en main, du coup je vous ai amené là-dedans sans vraiment le vouloir, mais du coup allons-y. Quand on regarde les stats de Mobley balle en main, c'est qu'en termes de touche, il est pas forcément beaucoup plus haut que les saisons précédentes. C'est aussi que Garland et Mitchell sont un peu plus bas. Alors ça relativisé parce qu'ils avaient manqué du temps les deux la saison dernière, donc peut-être ils n'avaient pas joué ensemble, donc peut-être que les stats étaient un peu biaisés, mais c'est en termes de temps de possession qu'il est plus haut. Et comme tu l'as dit, Madiane, c'est le fait de remonter le ballon, par exemple, et c'est le fait d'être mis au centre de certaines actions. Mathieu, t'as vu quoi par rapport à Evan Mobley? Parce que on l'avait dit, pendant l'intersaison, on avait fait un épisode sur les Cavs. La porte de sortie des Cavs pour sortir de cette espèce de blocage dans lequel ils étaient, c'était la responsabilisation d'Evan Mobley, le fait qu'il passe un step. Est-ce qu'il est en train de passer ce step selon toi? Je t'inonde de questions. Mathieu, vas-y. Oui, mais c'est intéressant parce que ce qu'a dit Madiane, je l'avais noté justement, c'est qu'en fait, effectivement, on le voit beaucoup poser, faire des inverted pick and roll, comme disent les Anglais, donc c'est des pick and roll inversés. Et en fait, j'ai noté la stat, sur les 2 dernières saisons, il était à 0,4 possessions par match de pick and roll ball handler, donc c'est quand on a un porteur de balle qui reçoit un écran. Donc 0,4 les 2 dernières saisons, cette année, on est à 2 possessions par match. Donc c'est quand même un jump significatif. Et même sans les stats, c'est quelque chose qui m'a frappé directement, où effectivement il y a eu ce match contre les Knicks. Et même tout à l'heure, j'ai fait une vidéo débrief sur YouTube du match contre les Warriors. Et il a été énormément utilisé là-dessus. Et il y a aussi, j'ai remarqué, il est pas mal utilisé aussi en porteur de balle sur transition. Les Cavs essayent aussi beaucoup d'accélérer le jeu, même après un panier marqué, sur un site en fait qui répertorie le temps de possession d'une équipe moyen globale. Les Cavs, ils sont 5e. Donc en fait, ils jouent très rapidement, même après un panier marqué, après un turnover aussi, après un rebond défensif. Et l'année dernière, ils étaient 20e. Donc il y a aussi un peu cette philosophie qu'a mis Atkinson, c'est-à-dire on essaye d'accélérer le jeu, comme ça on peut créer des décalages très rapidement dans la possession. Ils ont quasiment perdu 2 secondes par possession entre l'an dernier et cette année.
c'est énorme en temps de possession moyen avant un tir. C'est 2 secondes, c'est un gap, c'est vraiment un gouffre, et c'est vraiment la nouvelle philosophie. Et justement, par rapport à ça, moi j'avais noté quelque chose de très intéressant. Quand on regarde la vitesse moyenne que les joueurs ont couru sur le parquet, ils ont pareil, ils ont énormément augmenté. Là actuellement, ils courent, alors c'est en miles, et là on est aux US, mais à 4,74 miles par heure de moyenne pour leurs courses. En fait, ils jouent vraiment plus vite, mais rien que dans les courses, il n'y a pas que le temps de possession, ils courent plus vite, que ce soit pour se replier ou pour attaquer. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que il n'y a pas que la pace qui a diminué, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui s'est mis à jouer beaucoup, beaucoup plus vite. Et finalement, ça se voit dans une des stats, c'est les points sur perte de balles et les points en contre-attaque, où là, ils sont 3e et 2e de NBA. Donc, en fait, ils jouent plus vite, ça a amélioré grandement leur attaque, et ils en bénéficient énormément actuellement. Après, les gars, peut-être se méfier. Alors, je vous le dis, vous le savez, mais avec ces stats de rapidité, à quel point elles vont perdurer sur toute la saison. Alors peut-être que ça va un peu se tasser, mais effectivement, il y a cette volonté. Je te rejoins complètement, Mathieu, sur l'idée de mettre vraiment, de responsabiliser Mobley sur de la contre-attaque, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand ils sont en contre-attaque avec Mobley et un ou deux petits, les deux autres peuvent tirer. Donc en fait, ça amène la défense à devoir faire des choix insolubles, et c'est assez intéressant. Si on part sur les individus, moi j'ai du mal à pas enchaîner sur Darius Garland, les gars, parce que Garland, on l'avait mis dans le fameux épisode de cet été où il y avait Madiane et Adrien aussi qu'on salue. On l'avait un peu mis devant pas le fait accompli justement, parce qu'il y avait peu de faits accomplis la saison dernière. Ça avait été une saison compliquée pour Darius Garland, qui était, moi je trouve, en hésitation dans ses choix, prise de tir, un peu timide, et même ses coéquipiers l'avaient dit, notamment durant les playoffs. Là, je trouve qu'on a un Garland qui retrouve, les Américains parlent de swagger parfois, il l'a retrouvé. Je pense au match contre les Cavs notamment, où il prend des tirs, mais il n'hésite pas, quoi. C'est un truc qui infuse sur toute l'équipe, hein. Il a retrouvé son playmaking élite, il l'avait jamais vraiment perdu, mais je trouve que il tente des passes qu'il avait peut-être arrêté de tenter à certains aspects, notamment sur de la lecture, sur du pick and roll, ou etc. Et puis moi, c'est vraiment le tir et l'agressivité. Il va un peu plus au cercle. Il prend ses 3 points, il n'est pas à essayer de faire l'extra passe pour Donovan Mitchell, il a une possibilité de tir, il dégaine. Donc on a un peu retrouvé Darius Garland, les gars. On est d'accord que c'est pas le même joueur que la saison dernière là qu'on voit. Oui, clairement. Non, absolument pas. Et vous savez pas qui... Ah, ils sont mignons, parce que là, ils savent pas qui doit partir, du coup. Allez, Mathieu, on va te laisser partir. Ah, désolé. Non, je disais, effectivement, on a un peu retrouvé le Darius Garland d'il y a 2 ans, parce que la saison dernière, on sait, il y a eu cette blessure à la mâchoire. Alors, à quel point ça l'a affecté dans son jeu? Sûrement un peu. Et il y a aussi ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme les autres, il est un peu plus utilisé en mouvement, c'est-à-dire avant de recevoir la balle, il a déjà un écran qui est posé pour lui, ce qui permet d'avoir déjà un pré-décalage de créer pour lui. Et ça, je pense que ça l'aide aussi d'être beaucoup moins statique. Surtout qu'on sait que c'est un excellent shooter, Darius Garland. Donc, l'utiliser un peu off-ball aussi, c'est intéressant. Et il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est au niveau des rotations qui ont changé. En fait, l'année dernière, Garland jouait énormément avec Mobley quand Mitchell et Allen n'étaient pas sur le terrain. Et à l'inverse, Mitchell jouait beaucoup avec Jarrett Allen. Et là, en fait, Atkinson, il a inversé ça. Aujourd'hui, on a Garland qui joue beaucoup avec Jarrett Allen quand Mitchell et Mobley sont pas sur le terrain. Et quand Garland et Allen sortent, on a Mitchell et Mobley. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir Garland avec Jarrett Allen, d'avoir un meilleur poseur d'écran, parce que c'est un peu le défaut de Mobley qui pose pas des très très bons écrans. Du coup, je pense que ça lui permet d'avoir sur le pick and roll, d'avoir des meilleurs écrans de posée qui lui permet d'avoir un meilleur momentum pour aller dans la raquette et puis se créer des shoots plus facilement. Ce qui est aussi très intéressant avec lui, c'est le manque d'hésitation qu'il a dans ses actions. Ça se voit en fait dans le tir derrière l'arc. Alors là, effectivement, bon, en termes de stats, c'est l'échantillon qui fait ça. Bon, il tire à 48% à 3 points. C'est pas sûr que ça tienne toute la saison, clairement. On va pas se mentir. Mais ce qui est très intéressant dans tout ce qu'il fait, c'est que en fait, les systèmes sont faits, et il joue off-ball,
et il a un intérêt off-ball et il n'hésite pas à prendre ses tirs. Parce que généralement, les décalages, c'est souvent, des fois, c'est des écrans qui sont, par exemple, pour un Mobley ou même pour un Mitchell, et derrière, la balle lui revient de l'autre côté et il n'hésite pas, en fait. Et je trouve que c'est un indicateur d'un joueur en confiance avec le système, qui sait un peu où est sa place, et ça l'aide vraiment. Et au-delà de ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est un joueur, je pense, qui a du mal quand les espaces se resserrent trop. Clairement, c'est pas un joueur trop de contact. Il peut y aller, mais on sent que c'est pas ses choix primaires. Et donc, le fait que de l'espace se soit libéré, on l'avait évoqué tout à l'heure, avec même l'idée que parfois, même Jarrett Allen déserte la raquette adverse pour permettre de laisser plus d'espace sur le terrain, ça paye, parce que c'est là où un joueur comme lui est un peu plus magnifié. Donc, les problèmes de spacing qu'ils avaient, qui lui posait des problèmes derrière de jeu, se sont effacés sur ce début de saison, et je trouve ça extrêmement intéressant. Après, c'est là où j'ai un bémol, c'est que on est sur un faible échantillon, et que j'ai peur que si jamais une équipe resserre un peu plus, s'il trouve plus de solutions face aux Cavs, j'ai peur de le retrouver un peu plus dans ses travers d'avant. Mais là, actuellement, sur ce début d'échantillon, c'est de loin sa meilleure saison, parce que là, si on regarde les stats purement, on se dit, bon, c'est de retour au standard d'il y a 2 ans. Il joue beaucoup moins. Si on reste sur le volume de jeu, ce qu'il fait en termes d'efficacité, il est à 65% au true shooting. C'est une saison, un début de saison d'une efficacité hallucinante. Effectivement, c'est une saison de Garland que moi je trouve de très bonne qualité. Alors effectivement, l'échantillon est faible. Globalement, l'échantillon est très faible pour les Cavs, parce que il y a en termes de réussite, notamment sur les 3 points global, l'équipe met tous ses tirs. Vous avez des stats à ce niveau-là, donc je vais pas répéter. Vas-y, Madiane. 51% sur les tirs grands ouverts à 3 points, ils en prennent 20 par match. Donc 51% de réussite, c'est lunaire à ce niveau. Ouais, clairement, c'est pas possible que ça reste toute la saison. Ça va pas rester. Après, je pense qu'il faut souligner, c'est vraiment leur capacité à se créer ces shoots ouverts, qui, je trouve, est décuplé par rapport à la saison dernière, notamment avec le mouvement, vous l'avez dit, de Garland off-ball, le fait d'avoir Mobley aussi, qui a plus souvent le ballon, et puis je vais pas parler d'émergence d'un mec comme Sam Merrill, mais je pense que les défenses NBA le prennent de plus en plus en compte, et il commence à faire des dégâts, et il rapporte à ce spacing. Je vais revenir vers toi, Mathieu. Est-ce qu'il y a Madiane a parlé d'un premier bémol. Est-ce qu'il y a d'autres bémols que tu tiens à mettre en avant pendant qu'on parle de cette équipe des Cavs, des petites choses qui, selon toi, soit c'est négatif à l'heure actuelle, soit c'est positif, mais selon toi, on est peut-être sur un mirage, quelque chose qui n'est pas vraiment réel pour l'instant? Par exemple, il y a le shooting à 3 points de Isaac Okoro, où je crois il shoot dans les 50% à 3 points. Ça, je pense que ce sera pas tenable sur la saison. En plus, tout à l'heure, c'est vrai que dans le match des Warriors, pareil, on le voit vraiment. On a vraiment j'ai l'impression, moi, qu'il y a du progrès sur son shoot. Après, quand je vois les pourcentages au lancer franc qui sont toujours pas bons, ça m'inspire pas non plus tellement confiance. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis il y a aussi le calendrier, que je trouve qui est pas non plus. Ils ont pas rencontré des équipes non plus très très fortes. Bon, il y a eu les Warriors tout à l'heure dont on va parler, mais il y a eu 2 fois les Bucks. Bon, les Bucks, c'est censé être une forte équipe sur le papier, sauf que on le sait, pour le moment, ça colle pas trop. Il y a Orlando, les Lakers peut-être, mais sinon tout le reste, c'est quand même des équipes pas très fortes, et c'est un peu le problème aussi de ce début de saison où il y a eu que 10 matchs joués. On a besoin encore de données, de voir qu'est-ce que ça va donner tout au long de la saison contre aussi des équipes plus performantes. Il y a peut-être à un moment donné, les équipes vont peut-être proposer un game plan pour un peu contrer, parce qu'on le sait, leur spacing n'est pas parfait. Donc voilà, il faut attendre de voir, je pense, sur la longueur de la saison, si ça arrive à tenir. Madiane, d'autres bémols? Moi, je trouve ça peut-être le truc le plus encourageant, les gars, avant que je te relance, Madiane, c'est qu'on n'a même pas cité le nom de Donovan Mitchell, je pense, sur ces 20 premières minutes, qui sort de 2 saisons
je vais pas dire calibre MVP parce que ça serait manquer de respect à d'autres joueurs qui sont un peu plus hauts, mais de saisons calibre All-NBA, de très très grosses saisons de Donovan Mitchell. Et là, on en est arrivé au stade où sur les 10 premiers matchs, on le cite pas. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là sur certains matchs, notamment un des 2 contre les Bucks, je sais plus lequel, où de me dire, ils ont plus vraiment besoin de Mitchell qui soit dans l'ISO ou de Mitchell qui parfois endosse un costume très très large pour réussir à être viable offensivement. Enfin, à l'heure actuelle, il y a 3 équipes qui sortent la tête de l'eau en attaque en NBA et ils font partie des 3. Ils sont à plus, leur offensive rating il est à plus de 122 et ça sans avoir Mitchell sur responsabilisé. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais je ferme ma parenthèse. Madiane, est-ce qu'il y a des bémols ou des choses peut-être selon toi qui vont peut-être pas durer chez cette équipe des Cavs? C'est une équipe qui, je pense, au vu de ce qu'on voit, peut quand même s'enrayer assez vite parce qu'ils comptent quand même beaucoup sur la bonne qualité de leur défense et la bonne tenue des attaques adverses pour jouer plus vite, trouver facilement des bons tirs et du coup être dans le rythme. Et comme ils sont dans le rythme, en plus en ce moment ils sont en réussite, donc ça marche très bien. Mais ce genre de mécanisme, quand une équipe joue comme ça a la particularité que quand ta défense flanche un peu, tu perds tout. Tu perds très vite tout parce que ta défense flanche un peu, donc tu peux pas jouer aussi vite que tu souhaites, donc tu as moins de transition et très très vite ça peut s'enrayer. Donc s'il y a quelque chose à surveiller, c'est ça. Et l'autre chose éventuellement à surveiller, c'est qu'effectivement, par contre, quand ils perdent la balle, ils prennent vraiment ils prennent très facilement les points en contre-attaque. C'est logique, mais il faut faire attention à ce point-là parce que voilà, ils jouent quand même très vite des early pick and roll. Très souvent, les rollmen essayent de trouver des passes. C'est aussi une des particularités de cette équipe. Les rollmen ne font pas que aller au cercle, ils peuvent aussi aller chercher les passes et je pense qu'ils peuvent vite perdre des ballons et se mettre dans le mur facilement. Voilà, à surveiller. Pour l'instant, franchement, c'est extrêmement qualitatif et je veux saluer le travail du coach parce que c'était pas un matériau de base. On en avait parlé facile à faire jouer, mais la responsabilisation de Mobley et tout ce qui s'en est suivi, je trouve que c'est un travail d'excellente facture. Je vais rester avec toi, Madiane, parce qu'on va terminer cette partie avec peut-être la question centrale de cet épisode pour chaque équipe, c'est est-ce qu'après ces 10 matchs-là, on change notre jugement vis-à-vis des Cavs, notamment par rapport aux ambitions de playoff. Rappelons que les Cavs, si on reprend notre épisode fenêtre de titre, on les avait mis parmi les équipes pour lesquelles la fenêtre est entrouverte, c'est-à-dire possibilité de titre, mais voilà, ils font clairement pas partie des favoris parce qu'on estimait qu'ils devaient avoir beaucoup d'éléments très très favorables en leur faveur pour qu'ils puissent y prétendre. Et rappelons que dans cet épisode-là, les Cavs avaient été peut-être l'équipe sur laquelle on avait le plus discuté, Tom, Constant et moi-même, par rapport justement au placement dans la hiérarchie NBA. Après ces 10 matchs, est-ce que tu changes d'avis, Madiane? Oui, mais pas grâce aux Cavs. Je pense qu'on l'avait dit entrouverte, je l'ouvrirai un peu plus. Pourquoi je l'ouvre un peu plus? Un peu parce que à l'Est, à part les Celtics, je ne vois pas d'équipe meilleure. Donc ça veut dire quand même que j'envisage assez sereinement que les Cavs, enfin sereinement, si on me dit que les Cavs sont en finale de conf, je suis pas étonné. Je suis pas étonné et en finale de conf, pour moi, c'est quasi ouvert parce que t'as deux séries à gagner pour accéder au titre. Donc voilà, pour moi, plutôt lié au fait que les autres équipes qu'on imaginait plus haut ne vont pas du tout bien en ce début de saison, je pense que leur fenêtre est un peu plus élargie que prévu. Mathieu, même question. Est-ce que ton jugement change par rapport à ce début de saison parfait des Cavs? Non, je pense pas. La fenêtre est quand même entrouverte, mais le problème c'est que c'est toujours le même, c'est que comme je disais tout à l'heure, on manque un peu encore il y a que 10 matchs de jouer, donc moi j'ai besoin quand même d'en voir plus. Alors c'est vrai que la conférence Est est tellement faible pour le moment que
c'est vrai qu'on a du mal à dégager une autre équipe derrière Boston, comme l'a dit Madiane. Donc, effectivement, là, pour le moment, c'est Cleveland. Normalement, ça aurait dû être, je pense, Milwaukee ou Philadelphie. Alors, à voir qu'est-ce qui se passera pour ces deux équipes. Philadelphie, peut-être qu'avec le retour d'Embiid, les trois joueurs n'ont pas joué ensemble pour le moment. Peut-être que si on a un retour, ça ira mieux à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, c'est la deuxième équipe de l'Est. Donc oui, à partir du moment où tu vas en finale de conférence, bon, ta fenêtre est entrouverte, hein, ou voire même est ouverte. Donc on va voir ce qui va se dérouler, mais bon, il y a toujours ces problèmes aussi de spacing, comme on dit, tout ce qu'on a dit, tous les petits défauts à voir pour la fin de cette régulière et pour les playoffs qui arriveront plus tard dans l'année. Je vous rejoins. C'est assez fou de se dire qu'il y a 10 matchs pour eux de jouer, mais je vois pas un monde où ils sont pas déjà top 2 à l'Est à la fin de la saison régulière. Parce qu'en fait, les autres équipes ont pris trop de retard. Ils ont déjà 5 matchs d'avance. Ils ont 5 matchs d'avance sur les Knicks. Ils en ont 7 ou 8 sur les Bucks, 7 ou 8 sur les Sixers. Et les Cavs, en plus, et ça on le dit depuis plusieurs années, depuis leur explosion en 2021-2022, ils ont la fâcheuse tendance, encore une fois fâcheuse pour les adversaires, d'être très très efficaces contre les mauvaises équipes. Les Cavs battent les équipes à moins de 50%. En général, ils ont un bilan qui est très 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 positif dans cette catégorie-là, contrairement à d'autres bonnes équipes parfois, qui elles préfèrent parfois surperformer contre les bonnes. Et le fait est qu'il y a quand même pas mal d'équipes, comme tu l'as dit, Matt, qui sont pas très bonnes à l'Est. Donc, le fait d'être efficace contre les mauvaises, ça va leur permettre d'atteindre un niveau de victoire qui risque d'être super élevé, les gars. Parce que si on prend ce fameux classement des équipes qui ont démarré à 10 victoires, à 10-0 depuis les années 90, depuis la saison 90, donc les 10 dernières, hein, depuis Portland qu'il avait fait dans la saison 90-91, elles ont au minimum toutes gagné 50 matchs et il y en a qu'une qui a moins de 56. Donc, on parle d'une équipe qui pourrait vraisemblablement s'approcher des 60. Et quand tu t'approches des 60, t'es une équipe qui aura un top 2 tête de série. Et comme tu l'as dit, Madiane, s'ils ont un calendrier, un bracket qui leur permet de ne pas jouer les Cavs, les Celtics, pardon, ils pourraient aller en finale de conf. Serait possible. Ça serait pas étonnant. Mais je pense que ça en dit plus sur les autres que sur eux, peut-être à l'heure actuelle. Quelque chose à rajouter, les gars, sur les Cavs? Ou est-ce qu'on peut enchaîner avec les Warriors? On peut y aller, je pense. Ouais. Eh bien, enchaînons avec les Warriors qui se sont pris une tempête contre les Cavs, justement. Waouh! C'était parfait pour préparer l'épisode, ça, dis donc. Waouh! Alors, je vais vous avouer, les gars, que je connaissais pas le résultat du match avant de l'enclencher. Donc, je l'enclenche. C'était vite fini. Du coup, je commence à avoir gros début de match. Déjà, le seuil d'alerte est assez élevé quand tu vois sur la deuxième possession, je crois, offensive, que Isaac Okoro prend un 3 points, comme on a dit, sans hésiter, et le met. Et ensuite, il y a 83-42 à la mi-temps, quoi. Donc, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas regardé tout le match, du coup, mais waouh, quelle tempête! Et ça revient un peu sur ce qu'on a dit, hein. L'agressivité des Cavs, à l'heure actuelle, ils tentent tout et ils mettent tout. Cependant, il faut être assez positif avec les Warriors qui ont fait un début de saison assez surprenant. Et c'est peut-être eux l'équipe la plus surprenante parce que certes, les Cavs sont à 10-0, mais on voyait les Cavs comme une équipe qui pouvait prétendre à un top 4 à l'Est. Ça, c'est un truc qu'on avait imaginé. On n'imaginait pas voir les Warriors à 7-2 au moment où, après une dizaine de matchs. Madiane, je vais commencer avec toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as vu du côté de ces Warriors? Et on va se garder le est-ce que c'est réel ou pas, parce que je pense que c'est sur cette équipe-là, ça va être un peu plus délicat. Alors, qu'est-ce que tu as vu avec cette équipe des Warriors, Madiane? Eh ben, on va parler de l'attaque. Allez, commençons par l'attaque. On va parler de Buddy Hield dans cette équipe. C'était un peu le changement attendu parce que, mine de rien, départ de Klay Thompson, qui est un historique de la franchise. Donc, ça, c'est un gros changement. On va pas se mentir, c'est un énorme changement. Et j'ai trouvé que l'adaptation offensive dont ils ont fait preuve était extrêmement intéressante autour de lui. Déjà, on voit du 5-out dans cette équipe des Warriors. 5-out en profitant de la gravité de Stephen Curry.
Et on va avoir dans cette équipe beaucoup de trompe-l'œil pour l'adversaire, des faux screens, des faux cuts. Et tous ces éléments les rendent difficiles à jouer. Et Buddy Hield a un permis de tirer important parce qu'il prend et il met plus de tirs à 3 points que Stephen Curry sur ce début de saison. C'est vous dire à quel point on l'a responsabilisé offensivement et que ça fonctionne. Ils ont réussi à l'intégrer dans cette équipe. En plus, il profite beaucoup d'une des qualités de Buddy Hield qui est qu'il a une mécanique de tir qui lui permet de lâcher la balle très rapidement. Donc, ils n'ont pas besoin d'énormes décalages. Donc, la balle circule bien. Ils trouvent le petit décalage et ils allument derrière la ligne. Et ça, c'est clairement une grande qualité de cette équipe. J'ai mis dans mes notes, les Warriors, c'est Tatooine. Il y a maintenant 2 lunes derrière qui artillent, Curry et Hield. Et j'ai trouvé ça très intéressant sur l'organisation offensive qu'ils ont menée. Mathieu, je vais revenir vers toi. Du coup, qu'est-ce que tu as à dire? C'est vrai que je pense que c'est difficile de démarrer sans mentionner Buddy Hield. Tu as parlé de permis de tuer. Madiane, je parlerai de permis de tuer parce qu'il est quand même en train de tuer un paquet d'équipes actuellement, Buddy Hield, avec son tir. Et tu l'as dit, cette capacité à arty extrêmement rapide. Qu'est-ce que tu as vu, toi, Mathieu, que tu aimerais bien mettre en avant, du coup? Moi, il y avait 2 points clés que j'avais mentionnés quand on avait fait les previews. C'était est-ce qu'ils vont réussir à retrouver du playmaking défensif? Et du coup, grâce à ce playmaking défensif, est-ce qu'ils vont pouvoir aussi retrouver de la transition? Et en fait, les 2 compartiments de ce jeu-là ont été retrouvés puisqu'ils sont 5e en turnover provoqué, contre 22e la saison dernière, et ils sont 4e en fréquence de transition si tu regardes les play types là de synergie. Donc en fait, c'est ce qui faisait l'identité des Warriors d'avant, même de l'année là où ils ont gagné le titre récemment. C'est ils arrivaient à générer beaucoup de transitions. Et la saison dernière, ce truc-là, ils l'avaient perdu. Donc c'est bien du coup qu'ils l'aient retrouvé. Ils ont des top défenseurs. Même Buddy Hield, j'ai été surpris par sa défense. Vraiment, je crois que je l'ai jamais vu aussi bien défendre. Alors que Buddy Hield, l'année dernière, je l'ai pas mal vu du côté de Philly. Il n'a pas joué à cause de ça. Et franchement, non, je dirais pas que c'est non plus un défenseur ultra positif, mais enfin, il arrive à faire des choses, on va dire, moi je dirais que c'est un défenseur neutre maintenant à l'heure actuelle, ce qui est déjà très bien, et il a réussi à bien se fondre dans la défense collective des Warriors. Et du coup, ce qu'ils essaient de faire pas mal, c'est faire des trappes. En fait, ils font de la défense ultra agressive. Donc sur les pick and roll et sur les écrans, ils viennent à 2. Et puis il y a tout de suite un autre joueur, un troisième joueur qui vient ce qu'on appelle taguer le roller. C'est en fait on a un joueur normalement qui vient toujours rouler au panier, qui est un big, et on a un troisième homme qui vient le défendre agressivement pour éviter tout décalage. Et avec aussi Draymond Green qui a retrouvé un niveau défensif excellent, je trouve que la défense fonctionne très très bien. Et du coup, on a énormément de transitions qui sont créées de l'autre côté. Donc ça, c'est très bien. Après aussi, il y a autre chose qui est bien dans leur attaque, c'est que on le sait, ils n'ont pas de créateurs héliocentriques. En plus, Stephen Curry a raté pas mal de matchs, et du coup, ce que fait Steve Kerr, on le sait, c'est un peu l'identité des Warriors depuis un bon moment. C'est on fait de la motion offense où c'est tout le monde participe à l'attaque et tout le monde se partage la balle. Et d'ailleurs, si tu regardes le nombre de touches totales, donc c'est le nombre de fois que les joueurs ont touché le ballon, ils sont premiers de NBA. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'équipe qui se partage le plus la gonfle. Et même en temps moyen de possession par joueur, c'est le plus faible. Donc c'est bien que voilà, tout le monde participe à ce truc-là. Alors ça aussi c'est pareil. Est-ce que ça va tenir? Parce que on le sait, des fois de pas avoir des créateurs primaires, ça peut poser problème. Ils ont essayé en plus de faire des trades cet été qui ont été avortés. Ils ont essayé d'avoir Paul George. Ils ont essayé aussi d'avoir Lauri Markkanen. À un moment, il y a eu des rumeurs. Donc oui, ça fonctionne bien avec toute cette attaque en mouvement. Mais j'attends de voir aussi si ça va encore durer toute la saison. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu attends de voir, Madiane, du coup, enchaînons directement, parce que c'est une équipe peut-être où il y a plus de questions, je pense, que celle des Cavs. C'est compliqué en fait. Moi par exemple, je ne sais pas à quel point Draymond Green peut jouer comme ça
sur toute la saison, parce que vraiment, je vois Prime Draymond Green en ce moment sur les parcs NBA. Ça m'a fait bizarre. Si on prend le match contre les Pels, comment il a supprimé l'espace de Zion pour le forcer à prendre les tirs à l'extérieur, c'est hallucinant de voir ça. Zion, c'est un beau bébé. Bon, là, maintenant, il est blessé, mais c'est vraiment compliqué de défendre sur lui. Draymond Green a réussi à défendre sur Zion. Il absorbe le contact. Il conteste les tirs, mais comme au top de son niveau. Défense off post, sur les aides, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il part aider et il anticipe du coup la passe pour recover et revenir sur son défenseur, enfin sur son attaquant. Ça, moi, si on a ça toute l'année, c'est incroyable. Mais ça, j'ai un doute fou parce que presque je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a un regain de niveau tel chez Draymond Green, parce que derrière, ce qui est très intéressant, c'est que ça entraîne les autres. On a parlé du fait que Buddy Hield, c'était super. Pourquoi ? Parce que Buddy Hield, il fait ce qu'il peut faire, c'est-à-dire qu'évidemment sur l'homme, ça n'a jamais été incroyable, mais il arrive à donner les petits coups de main parce qu'en fait on l'a impliqué dans cette défense. On a des Kuminga aussi qui aident beaucoup au niveau défensif et Moody aussi, Podziemski. Enfin vraiment, c'est sans Draymond Green pour apporter cette glue défensive qui est le seul finalement à pouvoir faire tout ce qu'il fait dans cette défense. Moi j'ai peur qu'elle s'effondre. Moi le niveau de Draymond Green il est excellent depuis le début de la saison, clairement, mais j'arrive pas à imaginer que ça tienne toute la saison. Alors perso, avant de te relancer, Matt, moi c'est leur rotation qui me pose question, dans le sens ils jouent à 12 pour l'instant. Et depuis le début de la saison, tout le monde se dit en gros, ils joueront jamais à 12. Enfin, ça n'existe pas. Là, pour l'instant, dans leur rotation à 12, le joueur qui a le moins joué, c'est Gary Payton, parce que en fait, D'Anthony Melton a moins joué en termes de minutes. Il a 68 minutes sur le début de la saison, D'Anthony Melton. Mais Mathieu, tu es bien placé pour le savoir. D'Anthony Melton a la fâcheuse tendance d'être quand même souvent blessé. Donc, il y a un monde où il joue pas, je sais pas, 1000 minutes. Mais j'ai été voir dans l'historique des équipes qui ont genre 12 mecs qui accumulent 1000 minutes sur la saison. Ça existe pratiquement pas. C'est rarissime d'avoir 12 joueurs à ce point-là responsabilisés. Donc moi, c'est ma petite question à l'heure actuelle. Pour l'instant, ça marche bien. C'est-à-dire que sur certains matchs, ils font pas starter les mêmes joueurs. Justement, je l'ai dit, t'as Gary Payton qui start certains matchs, t'as Podziemski qui en start d'autres, t'as Kuminga. Donc ça leur permet d'avoir un répertoire assez large. Après, à voir s'ils réussiront à faire ça tout au long de la saison et je sais pas. C'est juste un truc qui me paraît tellement fou, parce qu'en soi il y a aucune contre-indication. Tu peux responsabiliser 12 joueurs, mais les discours qui avaient été beaucoup expliqués notamment aux États-Unis en début de saison, c'est que à trop responsabiliser tout le monde de manière équivalente, est-ce que tu vas pas déresponsabiliser certains joueurs indirectement, c'est-à-dire que tu vas donner à certains joueurs un rôle un peu moins important qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient plus de minutes, quoi. Mais c'est peut-être une de mes interrogations à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'ils peuvent vraiment continuer une rotation à 12 toute la saison, quoi. Voilà. Et ce qui est hallucinant, c'est que personne joue plus de 28 minutes. C'est une ça qui est équipe fou. avec personne qui joue plus de 28 minutes. Moi, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, parce que quand tu compares les équipes... Alors, les Cavs, c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'en fait, ils torpillent tellement les adversaires à date que il y a trop de garbage time pour que ce soit vraiment significatif. Mais quand on va aborder la troisième équipe, c'est vraiment l'opposé des Warriors. C'est très intéressant de se dire que cet effectif n'est pas... Enfin, les rotations ne sont pas achevées à ce stade de la saison et que ça se passe pour l'instant très bien. T'en penses quoi, Mathieu, de ça? Les gens vont dire qu'on n'est jamais satisfait parce qu'on insiste depuis le début de la saison et des dernières saisons en disant « Ah ouais, mais il faut une rotation à 8-9. » Du coup. Oui, ben en plus, j'avais exactement noté ça quand je suis allé voir tout à l'heure. Effectivement, rotation à 12 et j'avais noté aucun joueur n'est à plus de 30 minutes par match. Ça m'a vraiment surpris. Même Stephen Curry et Draymond Green, où on pourrait se dire, bah, normalement, ils sont censés avoir un énorme temps de jeu, bah, en fait, ouais, le plan, je sais pas si c'est pour faire des tests ou voir
quels joueurs donneront satisfaction. Peut-être qu'aussi c'est par rapport aux recrues. On disait dans les previews, ils ont pris des joueurs compétents auxquels tu es obligé quand même de donner un minimum de temps de jeu. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de joueurs comme ça. Où en fait, tu es obligé, c'est des joueurs compétents de NBA qui auraient normalement peut-être plus de minutes, même dans certains rosters. Et du coup là, bah, il fait jouer un peu tout le monde. Donc du coup, c'est étonnant. Mais ouais, je sais pas si ça va durer dans la saison. Il y a un moment donné, il y aura sûrement des choix à faire. Surtout Kuminga, je sais pas qu'est-ce qui va être fait, mais moi, tu vois, je me rappelle, pareil, lors des previews, j'avais dit, bah, moi, je m'attends à ce que lui soit titulaire et ait un gros temps de jeu. Bon, bah, on voit que c'est pas le cas. Il a même été remis sur le banc. Il a pas eu non plus sa prolongation de contrat, donc peut-être qu'aussi pour lui, un trade sera en préparation pour la trade deadline, mais ouais, en tout cas, il y a à voir si cette partage de la gonfle et cette partage du temps de jeu va durer tout au long de la saison. Un petit point aussi qu'on n'a pas cité, c'est Andrew Wiggins qui réapprend à jouer au basket. Oui. Parce que Wiggins sur la saison dernière, c'était quand même compliqué. Ouais, résurrection là. Ouais. Mais Je l'avais oublié, c'est même. toujours pas. c'est peut-être pas le meilleur Wiggins qu'on ait vu sous le maillot des Warriors, mais c'est un Wiggins qui surtout, et ça c'était, je pense, ce qui était le plus marquant la saison dernière, c'était le refus de prise de tir. Il reprend des tirs, et c'est peut-être un des seuls qui fait un début de match assez correct contre les Cavs de tête dans la tempête qui se prennent. Donc c'est assez positif de ce niveau-là et ça leur permet aussi d'avoir une aile qui est aussi assez conséquente. Dernier petit point, les gars, avant qu'on enchaîne sur peut-être nos changements vis-à-vis de cette équipe. Est-ce qu'on n'est pas... On a été un peu... Une des critiques qu'on a eues sur notre DH20 cette année, peut-être, c'est notre traitement de Stephen Curry. Avec certaines personnes qui ont dit qu'on était un peu trop... on vivait un peu trop avec le passé, et d'autres qui nous ont dit qu'on était peut-être un peu trop dur. Qu'est-ce qu'on pense du début de saison de Stephen Curry? Moi, je vous avoue que autant le début de saison des Warriors, je trouve, est rassurant. Par contre, je trouve qu'on continue la lente déresponsabilisation de Curry, je trouve. Oui, non, et en plus, ça se voit sur la tendance des dernières saisons. C'est tout doucement, effectivement, on se retrouve avec un Curry qui baisse en termes de responsabilité, et on le voit aussi parce que Steve Kerr a aménagé beaucoup de choses pour Buddy Hield. Il profite encore de la gravité de Curry, mais le play initial, quand on voit comment les plays sont amenés, bah, on envisage très vite que ça va aller à Buddy Hield plutôt qu'à Curry. Donc même niveau coaching staff, ça commence aussi à être pris en compte. Donc c'est l'aspect qui est extrêmement intéressant. Après, bah là, il a 36 ans. Moi, je suis pas étonné que ce soit un peu moins bien chaque saison depuis quelques saisons, mais ça a l'air quand même de pas être un niveau cataclysmique. Moi, je suis pas inquiet pour son niveau. Je pense que c'est surtout une mise en chauffe. Là, ça se passe bien. Il a pas besoin de faire plus, donc il n'en fera pas plus. Mais on l'avait bien vu, ça reste un joueur extrêmement élite dans cette NBA. Parce que Mathieu, je vais te donner la parole. Il flirte avec la fameuse barre des 30% d'usage, qui est un peu une espèce de marque, une étape chez nous, notamment dans le DH20, où quand tu es à moins de 30% d'usage, ça peut être un peu compliqué. Puis il y a aussi la question du cercle, où pour l'instant, il met rien au cercle aussi. Bref. Qu'est-ce que tu penses de Curry spécifiquement? Ouais, c'est vrai que ça, en plus, c'est des indicateurs. Je suis allé le vérifier justement pendant que vous parliez de l'usage. Effectivement, il est sous les 30%. Alors après, faut voir sur toute la saison, parce que là, c'est encore un peu tôt. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a le temps de jeu, hein, comme on disait. Personne au-dessus des 30 minutes, lui, en fait partie. Ça, c'est quand même, je pense, une première. Alors peut-être qu'aussi, c'est pour le préserver pour la saison, faire un espèce de load management. C'est peut-être le possible, pour qu'aussi en playoff, il soit en pleine forme. Mais à surveiller, ouais, Stephen Curry. Moi, je sais que Constant l'avait dit lors du DH20. Moi, j'ai un point d'interrogation encore. Donc, j'attends vraiment de voir, parce que aussi Stephen Curry, c'est un peu, on le sait, c'est une superstar. Un peu, c'est l'anomalie. C'est pas un joueur qui monopolise énormément de ballons. Ça a jamais été son jeu. Donc, pour le moment, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner sur toute la saison.
Si je pose cette question, les gars, c'est parce que pour moi, cette question du niveau que peut avoir Curry, elle a un lien avec notre question finale sur cette section Warriors. C'est est-ce qu'on recalibre nos espérances vis-à-vis des Warriors? On les avait mis dans notre épisode fenêtre de titre parmi les équipes pour lesquelles la fenêtre de titre s'était refermée. Voilà. En estimant que c'était notamment la saison dernière et cette année on était face à des Warriors qui ne pouvaient pas gagner le titre dans pratiquement aucun scénario. Et c'est assez marrant que deux équipes qui font partie de celles dont on avait le plus parlé se retrouvent dans cet épisode-là, parce qu'on avait beaucoup parlé des Warriors dans cet épisode-là en se demandant si leur fenêtre n'était pas déjà fermée depuis plus de temps que ça. Allez, cette fois-ci, je vais lancer Mathieu pour cette question en premier. Mathieu, est-ce que tu réajustes tes exigences, tes attentes vis-à-vis des Warriors cette saison, ou malgré ces 7 victoires en 9 matchs, tu restes globalement sur la même ligne? Non, je pense qu'il faut attendre parce que moi j'avais des doutes. Mes plus gros doutes c'était qu'ils n'avaient pas un deuxième porteur de balle. Bon, voilà, ça pour le moment ça n'a pas changé et j'ai peur que face à des plus fortes équipes, parce que c'est pareil, hein, je suis allé voir le calendrier, c'est pas non plus, ils ont pas non plus rencontré des super forts adversaires, donc c'est pareil, faut faire attention. Et ouais, il y a toujours ce problème de ce deuxième porteur de balle à voir s'ils arriveront à faire un trade, peut-être à la trade deadline. Ça peut-être que ça pourra changer les choses. Le côté que disait Madiane sur Draymond Green, ça m'inquiète moins. Je serais pas étonné qu'il reste à ce niveau défensif. Donc ouais, vraiment moi je pense que pour le moment je resterai sur c'est refermé et on attend de voir qu'est-ce qui se passe sur la saison. Mon constat, Madiane? Non, c'est fermé, c'est fermé depuis bien longtemps. Là, en vrai, ce début de saison, qu'est-ce qui t'ouvre? Il t'ouvre le fait que tu vas potentiellement pouvoir jouer d'une post-season. C'est ce que ça te permet d'ouvrir. Mais en plus, vu la jungle à l'ouest, encore une fois, il suffit d'une petite série un peu négative et t'es vite à la bataille avec les autres équipes. Donc, c'est pas comme à l'est où un bon début de saison te garantit tout. Là, il te garantit pas grand-chose parce que jusqu'au 11e, le bilan est positif. C'est ça. T'es à 2 victoires des Kings. Ils sont 11e. T'es à 2 victoires. Donc moi, ces Warriors-là, ils ont pas plus une fenêtre ouverte qu'avant. C'est juste qu'ils ont pris un peu d'avance pour la post-season. Ça peut être pas mal. Mais je pense que si tu me dis qu'à la fin de la saison, ils se font la bataille pour se qualifier... m'étonne pas, parce qu'il suffit d'une petite baisse de régime et ils seront de nouveau avec dans la bataille de l'enfer avec les équipes du bas du tableau. Je vais vous rejoindre. On parlera peut-être des Pels dans les prochaines semaines. Visiblement, pour moi, on se posait la question, en gros, il y a une équipe parmi les 12 qui se détachait à l'ouest en début de saison qui semblait être promise à une blessure, à une chute de performance. Je pense que les Pels, c'est cette équipe, en l'occurrence, et je pense que on peut peut-être sortir, c'est peut-être un peu présomptueux, mais on peut peut-être sortir les Pels du coup du tableau, mais il reste 11 équipes, tu l'as dit. Tu as dit, Madiane, et une série de défaites pourrait t'amener à très vite descendre. Moi, ce qui me rassure peut-être vis-à-vis de ces Warriors, c'est que leur défense actuelle et leur jeu d'attaque, je pense, va leur permettre d'être létal contre les mauvaises équipes. Et ça, je suis désolé, je le répète, mais si tu es bon contre les mauvaises équipes, c'est vraiment un point positif parce que ça te permet d'avoir un matelas de victoire qui sera assuré. Donc ça peut être assez positif de ce côté-là. Cependant, on l'a pas mentionné, du coup, avoir la défense des 3 points, les gars, parce que pour l'instant, ils concèdent quand même très 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 peu sur les 3 points grands ouverts, donc wide open selon les stats de la NBA. Les adversaires shootent à 31% contre les Warriors. 31%. Sur les 3 points ouverts, donc c'est la catégorie juste au-dessus. Hein, donc vous êtes, au lieu d'être ouvert, vous êtes grand ouvert. Ces mêmes Warriors concèdent 37%. Alors qu'il y a 30 cm d'écart dans la défense entre les deux. Donc, à voir si on n'est pas sur la fameuse défense Jedi sur ce début de saison, parce que on commence à avoir de l'expérience. Une équipe qui concède un pourcentage très très bas à 3 points, en général, a tendance à le payer par la suite. Et ça, mon petit doigt me dit que c'est lié au calendrier des Warriors qui n'ont pas joué de bonnes équipes dans cette catégorie-là pour l'instant.
quelque chose à rajouter, les gars, sur les Warriors? Ah bah justement, contre les Cavs, on l'a vu. Ah oui, contre les Cavs, oui, on l'a vu, ils ont pris une rafale, oui. Ah, une équipe très forte à 3 points, ça s'est vu. Hein. Ouais. Après, je leur vois vraiment... Désolé les gars, du coup, je prolonge le sujet. Je leur vois vraiment un plancher défensif que j'avais sous-estimé, personnellement, aux Warriors. Oui, parce je suis d'accord. Ils alignent Non, pas de ils mauvais sont- défenseurs, quoi. Parce qu'on pensait Non. que Buddy Hield, tu l'as très bien dit, Mathieu, même Buddy Hield fait le taf, donc ils alignent pas vraiment de mauvais défenseurs, donc ça sera ultra positif pour eux. Eh bien, terminons. Peut-être avec l'équipe sur laquelle on sera le moins d'accord, en fait, visiblement, en discutant un peu en off, en étant totalement transparent. D'ailleurs, un off qui est un peu légendaire, du coup, un retard sommeil, des problèmes techniques. Donc, on est sur un off un peu génial. Ceux qui sont sur YouTube pourront deviner qui était en train de dormir, je pense, à la vue de la tête d'une personne en particulier. Moi. Du coup, on va parler des Suns. Les Suns qui sont premiers égalité à l'ouest avec le OKC, avec le Thunder d'Oklahoma City. Les Suns ont 8 victoires pour 1 défaite. Les Suns sous Budenholzer, du coup, on salue du coup Greg. On parle des Suns sans Greg quand même. On vous invite du coup à aller écouter le podcast Valley Hoop. Mathieu, je vais commencer par toi cette fois-ci. Les Suns, parce que je me garde Madiane de côté, parce que je sais où va partir Madiane. Qu'est-ce que tu as à dire sur début de saison de ces Buds version Budenholzer? Bah, déjà, ce qu'on a pu voir, c'est il y a beaucoup plus de tirs à 3 points. Moi, c'est un peu la première chose qui m'a sauté aux yeux en regardant les matchs dernièrement. Et il y a aussi, bah, si on va sur Cleaning the Glass, on voit aussi la stat, ils sont 5e en fréquence. Donc, ce qu'on voit se traduit bien dans les stats. Et d'ailleurs, l'année dernière, ils étaient 19e et c'était un vrai problème. C'est qu'en fait, cette équipe-là ne prenait pas assez de 3 points et qu'ils étaient amoureux de leur tir à mi-distance. Alors, c'est toujours le cas. Hein. Faut pas non plus. Ils ont quand même toujours Kevin Durant, Devin Booker, donc ils prennent énormément de shoots à mi-distance. Et d'ailleurs, toujours le défaut qu'ils ont, c'est en fréquence de cercle, ils sont derniers. Et l'année dernière, ils étaient avant-derniers. Donc ça, par contre, ça n'a pas changé. C'est bien, ils sont derniers depuis 2020-2021, à part l'an dernier. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ils ont toujours été derniers depuis 2020-2021. Mais en tout cas, bah voilà, on voit déjà plus de tirs à 3 points. Ça, c'est clairement Bud qui leur a dit de faire ça. On voit même Nurkic prendre des 3 points. Alors ça, je suis pas sûr que ça marche par contre, mais bon, en tout cas, Bud tente le coup. Et un peu aussi de la même manière que les Cavs, je trouve, il y a plus de mouvements pareil dans leur attaque. Pas rien de révolutionnaire, hein, mais on voit des Devin Booker qui arrivent lancés, des Kevin Durant pareil. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est on utilise en fait la longueur du terrain pour créer du spacing, c'est-à-dire en fait Kevin Durant, je l'ai vu démarrer énormément ses actions à partir du logo, donc quasiment le milieu de terrain où on a déjà un écran qui vient être posé pour lui. Et en fait, bah, ça lui permet de se lancer, on va dire, de commencer à courir. Et du coup, il arrive à prendre de la vitesse. Il est déjà, on va dire, au max de sa vitesse quand il arrive dans la raquette. Et du coup, je vois quand même un Kevin Durant qui est plus enclin à attaquer le cercle qu'avant. Et ça, je trouve que c'est quand même positif. Et aussi, j'ai noté un Devin Booker, je trouve qu'il est... Moi, j'ai bien aimé ce qu'il fait au playmaking, Devin Booker. Déjà, depuis la saison dernière, je trouve qu'il a énormément progressé là-dessus. Et bon, dans les parties un peu plus négatives sur Durant, bah, moi, j'aime un peu moins. Pareil, des fois, le playmaking, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, voilà les changements que j'ai notés un peu sur Phoenix. C'est vrai que le playmaking de Booker, surtout que certes il y a Tyus Jones, mais on s'inquiétait, c'était une des inquiétudes peut-être vis-à-vis de Phoenix, c'est où générer le playmaking. Et c'est une équipe que moi je trouve extrêmement séduisante, et je vais lancer Madiane dans 2 secondes. Je trouve séduisante parce que j'ai l'impression qu'on commence à avoir certaines réponses sur leur profondeur. C'est-à-dire que on est obligé d'en parler. Ryan Dunn, donc le rookie. Encore une fois, moi je ne suis pas les rookies, donc j'avais vu arriver un rookie, on m'avait dit il tire pas, le mec met des 3 points.
Du coup, je comprends pas ce qui se passe. Mais effectivement, bon, ça a été assez dit. Hein, c'est un joueur qui avait un très très faible volume à 3 points à la fac et qui se met à tirer à 3 points, qui a une longueur folle et qui a des qualités athlétiques folles et qui, du coup, leur permet d'avoir un deuxième ailier long parce qu'ils avaient tendance à trop responsabiliser. On l'avait déjà dit, c'est un Kevin Durant parfois sur de l'aide défensive, etc. Parce qu'il y avait que lui, hein, en fait, qui avait un profil physique qui était adéquat pour faire cela. Là, ils ont Ryan Dunn qui leur permet de faire ça. Et pour moi, c'est un peu un exemple parmi tant d'autres, c'est que alors certes, Grayson Allen fait pas un super bon début de saison, mais je pense qu'ils ont une rotation, ils peuvent espérer avoir une rotation à 8 peut-être sur les playoffs avec l'émergence de Ryan Dunn. Et ça, écoutez nos derniers épisodes sur certaines équipes, c'est pas donné à tout le monde à l'ouest. Alors tout le monde n'est pas OKC, certes, mais tout le monde aussi n'a pas une rotation peut-être à 8. Donc ça, je trouve ça super intéressant, surtout que c'est Budenholzer, donc il va responsabiliser ses rotations de playoff maintenant, sans leur donner un temps de jeu totalement fou, mais c'est Budenholzer, même si on va peut-être y revenir là-dessus, il donne quand même beaucoup de minutes comparé au Budenholzer des Bucks. Bref. Mais ça, c'est ça que je trouve assez intéressant. Et c'est une équipe qui, pour l'instant, a un bilan flatteur. Mais je te lance, Madiane, un bilan qui se joue beaucoup dans les fins de match. C'est ça. Mais monsieur essaie de m'amener sur un tapis pour essayer de contrer ces arguments. Ce n'est pas très fair-play, monsieur Ben. Mais j'ai rien à contrer en plus. Parce que je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Ou en tout cas, on est... En fait, il y a une amélioration de cette équipe. Ça, c'est clair. On en a parlé. Il y a beaucoup de facteurs. Moi, ce que je pourrais ajouter, parce que je suis tout à fait en accord avec tout ce qui a été dit, c'est juste ce que j'appelle le collapse de défense, c'est-à-dire qu'ils font effondrer des fois les défenses sur des passes supplémentaires, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on le voyait pas. J'ai même vu Devin Booker faire des extra passes, refuser un tir qui était ok pour aller faire son extra passe. Donc ça, je trouve que Budenholzer leur apportait un peu plus un sens de collectif sur certains points qui améliore la qualité de ce qu'ils font. Et je pense aussi que ça leur a apporté une meilleure exécution de fin de match parce qu'ils étaient ignobles l'an dernier en fin de match. Enfin, on s'en souvient de la fin de saison. C'était très mauvais. Et là, vraiment, ils m'ont agréablement surpris. Après, est-ce que c'est une nette amélioration? Est-ce que c'est incroyable? Il n'y a pas un seul match qui gagne très large. Enfin, si, il y en a un qu'ils ont gagné largement, je crois. Un seul. Et ça m'inquiète parce que je me dis, ok, c'est super, ils ont un bilan excellent, mais c'est peut-être flatteur. Et oui, ça lançait une dynamique, mais dans le fond, j'ai pas quand même l'impression que cette équipe a été, est bien meilleure que celle de l'an dernier. Elle s'est améliorée par petites touches, mais l'an dernier, ils étaient loin du compte. Donc, je suis pas sûr que ces améliorations changent la face de cette équipe. Mais ça reste satisfaisant. C'est vrai que pour aller un peu dans ton sens, Madiane, c'est que, alors, il faut se méfier des ratings offensifs, défensifs à cette période de l'année, parce que c'est quand même largement indexé sur les équipes que tu as jouées, ça bouge beaucoup, mais en fait, ils sont top 10 nulle part. Pour l'instant, et ils sont top 10 nulle part en ayant un 8-1 avec l'exécution de fin de match. Après, là où j'apporterai juste une nuance, c'est que pour moi, il y a deux types d'équipes qui jouent beaucoup sur un début de saison en particulier. Il y a un peu deux types d'équipes qui jouent beaucoup de matchs sur la fin et qui se détachent. C'est soit les équipes qui vont être toute la saison sur du clutch, et ça, on a eu tendance à le dire souvent, les fans des équipes en question n'aiment pas ça. On se rappelle d'une année, on avait dit par rapport à Miami, mais quand tu joues beaucoup sur des fins de match serrées et que tous les indicateurs disent que tu es une équipe correcte, moyenne, plus, tu es une équipe moyenne plus correcte qui se base sur le clutch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité spéciale cachée quelque part. Par contre, tu peux être aussi une très bonne équipe, une équipe élite, qui est en phase de repère. Et on a posé la question, enfin, j'ai posé la question à Greg, du coup, dans la conversation d'Unkebdo, et qui nous a répondu que selon lui, ils étaient un peu entre les deux. Et j'ai tendance à être d'accord. C'est-à-dire que pour moi, on est quand même sur une équipe qui, avec ses rotations actuelles, avec le niveau d'un Kevin Durant, et on salue Constant qui a souligné ça, c'est que KD joue tous les matchs dernièrement. Ça fait un an et demi que KD joue tout le temps. KD joue tout le temps.
Booker devient un meilleur playmaker, Bradley Beal joue. Bah, je suis désolé quand je vois la conférence Ouest où il y a une homogénéité, certes, mais il y a peut-être le Thunder qui se détache. Bah, pour moi, candidat à l'avantage du terrain, sérieusement, c'est Suns et plus sérieusement qu'il y a quelques semaines. Moi, ce qui m'inquiète justement, c'est que à l'opposé des Warriors, c'est une équipe qui nous affiche des kilométrages hallucinants. KD joue quasi 39 minutes par match à 36 ans. Je trouve que ce n'est pas que c'est trop. C'est trop. Il faut que ce temps de jeu, alors c'est lié au fait qu'ils ont été obligés de jouer beaucoup trop de fins de match, à l'inverse par exemple des Cavs qui peuvent se permettre de sortir des garbage time. Moi, je pense que cette équipe peut réussir, effectivement, mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus serein et qu'il réduise les kilométrages, notamment de celui de Kevin Durant, parce que, sur la saison, pour moi, ça, ce n'est pas tenable. Kevin Durant a quasi 39 minutes par match sur 82 matchs, j'achète pas. Je pense que personne n'achète. Et ça, c'est un des gros points d'inquiétude, c'est que le Big Three joue beaucoup. Tyus Jones, il joue déjà plus de 30 minutes par match. Ça, c'est OK, mais que Kevin Durant, à son âge, ait autant de minutes, ça m'inquiète. Et il n'a jamais joué autant, à part dans ses années de début à OKC. Donc, c'est un signe que c'est pas censé arriver. D'autres points d'inquiétude, Mathieu, moi, je citerais peut-être le poste de pivot, Nurkic. Voilà, Oui. c'est compliqué. Plumlee, je pense qu'il a montré aux Clippers que c'est non. Donc peut-être ça. Ouais, je l'avais noté. Même Tyus Jones, moi, c'est le côté défensif de Tyus Jones et de Nurkic qui m'inquiète. Il y a eu énormément de matchs où les deux ils se font cibler, notamment contre Dallas. Bah, on le sait, en plus, Luka Doncic adore ça. En plus, ils les ont rencontrés 2 fois et à chaque fois, c'est quand même on fait la chasse à Youssouf Nurkic. Donc ouais, ça m'inquiète un petit peu pour après. Par contre, la chose positive avec lui, je pense le fait qu'il joue encore, c'est que en attaque, ça fonctionne bien. Il arrive bien à trouver il a toujours ses possessions en post-up où il arrive à trouver des bons tirs. Puis même avec son playmaking avec Kevin Durant, le jeu à deux marche bien. Mais c'est vrai que la défense m'inquiète un peu. Je pense que là, autant avant c'était un bon défenseur de drop, mais là, bon, je pense que on arrive un peu sur la fin. Moi, j'avais bien aimé les quelques minutes que j'avais vues de Ozo Ighodaro en défense où il faisait un peu du switch all. Donc je sais pas si Bud va un peu expérimenter là-dessus. Voilà, mais sinon c'est le Big Three, c'est vrai, je joue beaucoup, mais bon, le problème c'est que c'est le problème d'avoir un Big Three, t'es obligé de jouer beaucoup. Je le vois avec Philadelphie, tes trois stars sont pas là. À qui tu vas donner du temps de jeu en fait? C'est ça qui est problématique, quoi. Alors par rapport à Iso Godaro, je connais Budenholzer. J'irai pas parier qu'il aille responsabiliser un jeune joueur. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de ce côté-là. Du coup, donc, je sais pas. Je serais assez pessimiste là-dessus. Par rapport à une chose sur les rotations, les gars, dernière chose, c'est que c'est dans le match contre les Blazers. Et d'ailleurs, c'est un très bon point que tu as souligné, Mathieu, c'est que dans le match contre les Blazers, tu vois qu'un profil comme celui d'Anthony Simons, ça leur pose problème. Parce qu'ils sont obligés de mettre Devin Booker sur lui. Parce qu'en gros, Tyus Jones peut pas le tenir sur le premier pas et c'est un profil qui leur pose problème. Dans ce match-là, je finis la parenthèse, à un moment, j'ai vu un 5 seulement avec Bradley Beal. Je me suis dit, intéressant. J'ai pas souvenir d'avoir vraiment vu ça la saison dernière. Et effectivement, alors, très faible échantillon, mais ils ont joué déjà 16 minutes sur 341 sans Kevin Durant et Booker, mais avec Bradley Beal sur le terrain. Voilà. Dans un match où les trois étaient en tenue, ils ont déjà joué 16 minutes 16 minutes avec seulement Bradley Beal. La saison dernière, sur l'intégralité de la saison dernière, ils avaient joué 72 minutes comme ça. Donc, il y a déjà peut-être un petit truc. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont déjà joué 25 minutes avec seulement KD sur le terrain, sans Booker, sans Beal. La saison dernière, sur 67 minutes, avec les trois en tenue dans un match, ils avaient joué seulement 42 minutes.
avec seulement KD. Donc, ils sont pratiquement à la moitié avec 6 fois moins de minutes jouées. Donc, à voir si c'est une chose que j'aime plutôt bien avec Budenholzer pour l'instant sur le début de saison, c'est il essaye de responsabiliser indépendamment Booker, KD et Bill. Et ça peut être très intéressant. Notamment pourquoi? Parce que ces trois joueurs qui pourraient peut-être être absents, ou c'est un phénomène où c'est des physionomies de match dont tu auras peut-être besoin en play-off. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, avant qu'on termine sur nos ambitions ou la réévaluation de notre position sur les Suns? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Non. Moi, c'est tout. Eh bien, enchaînons. Les gars, on avait les Suns dans la même catégorie que les Cavs, c'est-à-dire la fenêtre est entrouverte. Allez, je vais terminer par toi, Madiane, cette fois-ci. Est-ce que tu réactualises ton jugement ou est-ce qu'il n'y a pas de changement après ces 9 matchs? Non, pas de changement. Pas de changement parce que j'ai peur du bilan trompe-l'œil. C'est une équipe qui me convainc, par exemple, beaucoup moins qu'à Thunder. Et aussi, il y a quand même des problèmes qui vont se poser. Par exemple, t'affrontes les Nuggets, comment tu fais? T'affrontes OKC, comment tu fais pour gérer Shai? Enfin, il y a beaucoup. Ça aurait très vite été accepté et je pense qu'ils sont coincés comme ça. Donc, non, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à cette équipe pour que ça puisse vraiment s'ouvrir. Oh, très bien. Alors, Mathieu, je vais aller vers toi. Du coup, pas de réajustement, aucun, par rapport au début de saison, à l'avant-saison, justement. Moi, en tout cas, si sur les 3 équipes, c'est peut-être celle où j'ai le plus de confiance. Déjà parce qu'ils ont les 3 meilleurs joueurs quand même donnent plus confiance, on va dire, que les autres équipes. Après, c'est vrai qu'avec tous les défauts qui ont été dits quand même, c'est vrai que partir par exemple dans une série de playoffs avec Nurkic, ça m'inquiète. Ça m'inquiète même beaucoup. Donc je garderai entrouverte. S'il y a un trade qui est fait à la deadline, ça pourrait s'ouvrir plus en tout cas. Je vais peut-être être celui qui va être le plus positif à propos de ces Suns. Pour moi, alors, peut-être que et pourtant, c'est un truc que j'essaye d'éviter de faire. Hein. Peut-être que je mets trop de crédit sur l'émergence d'un rookie avec Ryan Dunn, mais moi, j'ai tendance à dire que je suis un petit peu plus positif vis-à-vis d'eux parce que je trouve que cette émergence-là leur ajoute un profil. Grayson Allen fait pas un très bon début de saison, mais ça reste un joueur qui peut jouer en playoff. Donc, encore une fois, le fait que cette année, on est au bout de 10 matchs et qu'il semble avoir une rotation, moi, ça m'encourage beaucoup plus. Souvenons-nous de la saison dernière où l'intersaison des Suns avait été un espèce de, d'essai géant de role player pour trouver qui allait marcher. Et il y en avait beaucoup qui n'avaient pas marché. Moi, je suis assez... On va dire que, encore une fois, c'est un peu comme les Cavs. Il y a aussi une question de l'environnement où on en a parlé. Les Nuggets, ça va un peu mieux, mais les Nuggets, ça reste assez compliqué. Et je trouve que moi, les Suns, dans peut-être un tiers en dessous d'OKC, qui fait très très peur sur séquence, OKC, je trouve qu'ils n'ont pas à rougir vis-à-vis de toutes les autres équipes à l'Ouest. Mais en fait, moi, c'est ça qui me pose souci, c'est que contrairement aux Cavs, où je dis que les Cavs, je les vois facilement en finale de conf, eux, leur problème, c'est que je pense qu'il y a au moins 3 équipes qui sont meilleures. Et c'est ça qui me fait un peu Dallas, douter. Denver. Et du coup, à partir de là, ça te fait te dire, en fait, c'est pas lié au niveau intrinsèque de l'équipe, c'est plutôt de se dire, il y a quand même un paquet d'équipes, ils tombent contre elle en demi-conf. Pour moi, ils sont pas devant du tout. Et ça, pour moi, ça élimine un peu de l'ouverture de la fenêtre parce que dès lors que t'es pas confiant sur la majorité de tes match-up en demi-conf, je vois pas pourquoi je te mettrais en fenêtre de titre ouverte parce que pour moi, tu sors avant même d'atteindre les finales de conf. Tu vois, moi là, si je réactualise, par rapport à où je les voyais en début de saison, pour moi, c'est une équipe qui s'est rapprochée de ce groupe-là. Même si c'est un groupe, ils s'en sont rapprochés. Ça, tout à fait. Ça, je suis d'accord.
Donc au moins, on va se mettre d'accord, on va être d'accord là-dessus. On va dire qu'ils se sont rapprochés. Et c'est un premier point positif. C'est-à-dire Ils sont meilleurs qu'attendus, clairement. Ouais, et que à voir la suite de la saison, mais j'hésiterai pas à les mettre dans un quatuor à l'Ouest, ce que je faisais peut-être pas en début de saison où il y avait la question Minnesota qui se posait, etc. Voilà. Eh bien, les gars, on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou est-ce que on a tout dit? On a fait le tour. Est-ce que ça va? Ouais, c'est tout bon. Eh bien, le silence semble indiquer que tout va bien. Alors, rappelons une chose, parce qu'on peut avoir deux fanbases en l'occurrence qui vont nous répondre, mais attendez, les gars, on a fait du côté des Celtics 8-2, le Thunder 8-1, et vous parlez pas de nous. Oui, mais là, on comptait parler des équipes qui étaient un peu surprenantes. Bien évidemment, vos deux équipes étaient parmi les favorites, donc du coup, on a décidé de ne pas en parler. Voilà. Ne craignez pas parce que vous êtes trop fort. Voilà, exactement. Voilà. D'ailleurs, en épluchant certaines stats en préparation de ce podcast, que ça soit Boston offensivement ou OKC défensivement, il y a des trucs qui sont quand même complètement fous. Donc, à voir s'ils vont durer sur l'intégralité de la saison. En tout cas, la semaine prochaine, on va un peu s'éloigner du terrain. La semaine prochaine, on vous parlera de la question du 5e titulaire. Alors, il faut savoir pourquoi je parle de l'épisode de la semaine prochaine avant même de terminer celui de cette semaine. C'est que c'est un épisode qu'on avait depuis très longtemps dans les cartons, que très clairement, Tom a fait un lobby quasi hebdomadaire pour qu'on fasse cet épisode. Donc, on va le faire la semaine prochaine. Au Parlement européen. Clairement. Donc, on va le faire la semaine prochaine. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter pour que Tom puisse dire « Regardez, cet épisode a eu beaucoup de succès ». En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, que ça soit dans les commentaires YouTube ou ailleurs, ce que vous pensez du coup de ces Cavs, de ces Warriors et de ces Suns. Je répète, les Cavs, mais en épluchant un peu l'historique, quand tu démarres à 10-0 ou même à 9-1, en général, tu vas gagner un paquet de matchs. Donc, on va voir les Cavs très très haut, je pense, en saison régulière cette année. Ils vont jouer avec tellement d'équipes en bois en plus. En plus, ce qui va les aider. Donc, pour réagir, on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, également sur YouTube et puis sur Twitter. Nous, on prend notre petite semaine de pause et puis on se retrouve la semaine prochaine, je l'ai dit, avec ce podcast sur le 5e titulaire. Et puis, très rapidement, va se poser la question du premier 4 quarts. Donc, on commence à jeter un œil sur les pistes qu'on pourrait aborder pour ce premier épisode du 4 quarts. Je vais y arriver, il est très tôt, mais j'ai réussi à tenir cet épisode. Vous voyez, hein, Mathieu et Madiana, malgré un réveil 15 minutes avant le début, on a réussi. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Tchuss. Salut, ciao.